D'abord, on va commencer avec la question qui se pose aujourd'hui parmi des historiens. Quelle nation est responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale? D'abord, la question que le BBC a posée récemment à 10 historiens influents. Donc, pourquoi ce débat sur les responsabilités aujourd'hui? C'est une très mauvaise question que la BBC a posée pour un historien. Et que la BBC ait posé cette question à 10 historiens est pour moi très surprenant en définitive. Lorsqu'on regarde des armées et des belligérants, en définitive, si quelqu'un a envie de faire la guerre, il s'y prépare. Globalement, aucune armée européenne n'est réellement prête à faire la guerre. La seule qui est un peu en avance sur tous les autres, c'est l'armée allemande. Une de celles qui est le mieux entraînée, c'est l'armée russe, parce qu'après sa défaite contre le Japon, elle a entrepris toute une réforme militaire. Les Français ne sont pas obligatoirement prêts à faire la guerre, les Serbes ne sont pas prêts à faire la guerre, les Austro-Hongrois ne sont pas prêts à faire la guerre, etc., etc. Lorsqu'on regarde tout ce qui se fait en droit entre la fin du mois de juin et la fin du mois de juillet, rien ne permet d'incriminer à un quelconque degré que ce soit Belgrade. Et en tout état de cause, le premier acte qui déclenche la Première Guerre mondiale, c'est la déclaration de guerre. Tant qu'une guerre n'est pas déclarée, il y a possibilité politiquement, diplomatiquement, de trouver une autre porte. La guerre est déclarée, à partir de là, eh bien, il se passe un certain nombre de processus, d'enchaînement de ça. Les mobilisations qui sont souvent évoquées, la Russie a mobilisé. La mobilisation, ce n'est pas la guerre. Tant qu'il n'y a pas eu déclaration de guerre, tant qu'il n'y a pas eu attaque, mort, invasion, il y a toujours la possibilité d'en sortir autrement. Donc, à mon sens, le premier acte qui déclenche un processus qui va entraîner la Première Guerre mondiale, c'est la déclaration de guerre de Vienne à Belgrade. Tout à l'heure, je me suis amusé à regarder les livres d'histoire en français, donc l'histoire de la Première Guerre mondiale qu'on enseigne en première à nos lycéens. J'ai pris plusieurs livres, je ne vais pas faire un cours évidemment, mais par exemple, dans un éditeur qui s'appelle Hatier, qui est un éditeur très important en France, sur l'attentat du 28 juin 1914, il est dit le 18 juin 1914, le 18 juin, donc déjà, c'est pas la bonne date, ça commence bien, l'archiduc François Ferdinand est assassiné en Bosnie par un étudiant bosniaque au service des Serbes. C'est un livre, c'est comme ça qu'on enseigne l'histoire de l'Europe par Hatier en France. Magnard, qui est un autre éditeur, à un moment donné, il fait le bilan de la Première Guerre mondiale, et il donne le bilan humain de la Première Guerre mondiale, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, États-Unis. États-Unis, il y a eu, je pense, 120 000 morts à peu près. Il y a eu plus d'1 million de Serbes qui sont morts. Mais les Serbes ne comptent pas dans le bilan humain de la Première Guerre mondiale, alors que, en ratio, c'est le peuple qui a le plus souffert de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est plein de petits détails comme ça qui laissent penser que voilà, la responsabilité, elle incombe aux Serbes avant tout. Et alors, le sommet de tout ça, pardon, je vais vous citer un livre, parce que ce livre est important. Il est écrit par Margaret Macmillan, qui est une historienne de Oxford, très réputée. Son livre est une somme qui s'appelle « Vers la Grande Guerre ». La quatrième de couverture indique que Christopher Clark a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les Somnambules », qui est une très bonne étude, qui est publiée en France cette année et aux États-Unis, qui a eu le Booker Prize, je crois. Très polémique aussi. Très polémique aussi, mais qui a fait une recherche très importante sur les archives diplomatiques qui ont mené jusqu'à la Première Guerre mondiale. Que dit cette femme, historienne, à Oxford, sur le 28 juin 1914 ? Il est difficile de ne pas les comparer aux groupes extrémistes du fondamentalisme islamique comme Al-Qaïda un siècle après. Voilà. Un petit peu plus loin, il parle de Gavrilo Princip. En 1911, il fut attiré dans le monde clandestin de la politique révolutionnaire. Avec plusieurs de ses amis qui allaient devenir ses camarades de complot, ils se livrèrent à des actes terroristes visant des cibles importantes, qu'il s'agisse du vieil empereur en personne ou de ses proches. Alors, je peux vous dire que j'ai travaillé vraiment plusieurs années sur Gavrilo Princip. Il n'a jamais commis d'acte terroriste et les gamins
avec qui il a fait ce complot qui avait entre 16 et 23 ans, n'en ont pas commis d'autres non plus. En Serbie même, il existait une sympathie considérable pour les jeunes bosniaques et leurs activités. Depuis plus d'une décennie, les éléments du gouvernement serbe, ce qui est faux, encourageaient des organisations quasi militaires et conspiratrices dans les pays ennemis, qu'il s'agisse de l'Empire ottoman ou de l'Autriche-Hongrie. L'armée fournissait de l'argent et des armes aux bandes serbes armées en Macédoine et introduisait en contrebande des armes en Bosnie, tout comme aujourd'hui, l'Iran alimente le Hezbollah au Liban. Voilà, ça résume ce qu'est la situation des Serbes en Bosnie. Ils sont occupés colonialement par des Autrichiens, et entre Serbes, Croates, Juifs, musulmans, ils veulent se débarrasser de cette occupation coloniale. C'est ça qui fait l'essence de leur combat, et non pas, comme c'est réécrit depuis 20 ans, le nationalisme serbe. Le nationalisme se greffe sur leur romantisme révolutionnaire. Un de leurs chefs s'appelle Gacinovic, c'est un des meilleurs amis de Trotsky. Ce qui les motive, c'est de faire ce qu'ont fait les nihilistes en Russie, c'est-à-dire assassiner Alexandre II. Ils veulent la même chose, ils sont imprégnés de cette idée-là, et non pas de l'idée de Grande Serbie, encore une fois, un terme qu'on a rajouté, qui n'existait pas avant, qu'on a rajouté depuis 1992. Comment la présentation de guerre entière, ou la guerre entière, a évolué en France? Est-ce que ce débat est reflété en France aussi sur ce débat qui est d'ailleurs plus présent dans le monde anglo-saxon sur donc l'assassinat? Je pense qu'actuellement, la question de l'assassinat, hormis les deux ouvrages qui ont été mentionnés et celui que vient d'écrire Jean-Christophe, n'apparaît pas dans le paysage culturel ou mémoriel français de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'ici, il est important, en deux mots, de rappeler une chose. La mémoire de la guerre, la mémoire de la Première Guerre mondiale, n'a que peu à voir avec le travail des historiens sur la Première Guerre mondiale. Le travail de mémoire, la mémoire, c'est une activité émotionnelle du temps présent qui est un regard porté par tout le monde et qui est légitime sur le passé pour comprendre le temps présent. Et lorsqu'on étudie la mémoire, et ça va me permettre de répondre à votre question, on se rend compte que la mémoire ne nous apprend rien sur la Première Guerre mondiale, que ce soit en Serbie, en France ou ailleurs, mais qu'elle nous apprend beaucoup sur une société à un moment donné. Si on reprend l'évolution de cette mémoire de la Première Guerre mondiale une nouvelle fois pour répondre à votre question, la première mémoire de l'immédiate après-guerre, c'est une mémoire héroïque, bien évidemment. Les Français ont gagné la guerre, ils sont persuadés en tout cas qu'ils l'ont gagnée, même s'il y a eu 1 400 000 morts, etc. Et tous ceux qui ne font pas partie des héros sont exclus de la mémoire nationale. Il faudra attendre plusieurs décennies pour voir apparaître en France des travaux historiques qui vont travailler sur les gueules cassées. Les premiers ouvrages sur les prisonniers de guerre français en Allemagne, 500 000 prisonniers de guerre français en Allemagne, et à peu près 500 000 prisonniers de guerre allemands en France, vont apparaître dans les années 1990-2000. C'est-à-dire que les prisonniers sont exclus. Donc on a une stratification de la mémoire qui nous renseigne, non pas sur la guerre, mais sur la société française à chacun des moments de son histoire. On évoquait tout à l'heure en aparté l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Il y a cet anti-germanisme en France qui est omniprésent, mais lorsque De Gaulle devient président de la République, eh bien c'est lui, à Reims, cathédrale bombardée et incendiée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, qui va se rapprocher d'Adenauer, avec une référence très précise, quand on lit ses mémoires, à l'Allemand ennemi héréditaire de la France, etc. Donc on a une construction mémorielle qui est, en 1962, lorsqu'il y a la rencontre de Reims, non pas une leçon d'histoire sur la Première Guerre mondiale, mais une vision qu'a De Gaulle d'un outil, l'histoire, pour un objectif politique, le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Si on regarde les discours qui ont été prononcés hier pour commémorer le débarquement du 6 juin 1944, on est exactement dans le même registre.
cette mémoire, comment va-t-elle évoluer en France? Eh bien, lorsqu'on écoute le discours prononcé par le président de la République en novembre dernier pour lancer l'année mémorielle 2014 et la mémoire de la Première Guerre mondiale en France, on voit réapparaître à la fois cette volonté de s'adresser à la population, à l'ensemble des Français, pour leur dire, écoutez, vous avez du mal à affronter le monde dans lequel nous sommes en train de vivre et de pénétrer le monde de la mondialisation, mais dites-vous qu'il y a 100 ans, vos arrière-grands-parents, eux, ont vécu la guerre et en sont sortis, passez-moi l'expression, en dépit des morts, par le haut. Donc il y a une utilisation de la mémoire de la guerre pour affronter le temps présent. Mais dans les évolutions aussi de la société française, on voit très nettement apparaître parmi les grands thèmes actuels qui se situent à la charnière entre la mémoire et l'histoire, le retour sur le devant de la scène est cité aussi par le président de la République, de la question des fusillés, pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Historiquement, le travail sur les fusillés de la Première Guerre mondiale est un travail de recherche comme un autre. Il a sa cohérence. Dans quelles conditions, pour quelles raisons, à partir de quel corpus légal ou illégal a-t-on fusillé, en droit ou de façon illégale, des soldats français pendant la Première Guerre mondiale? Le sujet est intéressant, mais il nous renseigne aussi, lorsqu'on quitte le registre de l'histoire pour repartir sur celui de la mémoire, sur la société française actuelle, cette société française qui, il y a 70 ou 80 ans, glorifiait la mémoire positive, héroïque de la guerre, 100 ans après, a un regard d'incompréhension sur la Première Guerre mondiale. Les Français d'aujourd'hui sont incapables de comprendre, et c'est ce qui leur fait peur, comment d'autres Français, il y a 100 ans, ont réussi à vivre, à survivre, à mourir, à vaincre, dans les conditions dans lesquelles cette guerre s'est déroulée. C'est devenu quelque chose d'incompréhensible dans la société actuelle, et dans cette société actuelle, on voit que, à côté des mémoires qui sont autorisées, qui sont mises sur le devant de la scène, qui ont, je le dis bien, historiquement une pertinence, il y a aussi, parce que la société française a changé, bien ce que je qualifierais de mémoire interdite de la Première Guerre mondiale en 2014. Il est hors de question d'évoquer aujourd'hui la victoire dans la guerre. Il y a eu la guerre a été dramatique, mais elle s'est terminée par une victoire. Je n'ai vu, je pense, dans toute la production historique de 2013-2014 jusqu'à présent, un seul ouvrage sur, donc on est dans le 1% maximum, qui se pose la question, mais y a-t-il eu des héros pendant la Première Guerre mondiale? Donc on est, à travers la mémoire, dans un regard qui nous renseigne sur l'état moral de la société française aujourd'hui et qui ne nous apprend strictement rien de nouveau sur la Première Guerre mondiale. On est supposé comprendre des gens qui disent non, je ne vais pas aller me faire tuer pour la patrie, pour le drapeau, pour les capitalistes. Ça, on les comprend. Donc, on les met en avant. Parce qu'ils sont supposés nous parler à nous en 2014, alors qu'ils sont ultra minoritaires, effectivement, en 1914. Pourquoi les Français et les Serbes se sont tant aimés? D'abord parce qu'il y a des relations qui datent de plusieurs siècles, et le père d'Alexandre, le roi Pierre, qui a combattu avec les Français en 1870, qui était fait prisonnier par les Allemands au sein de la Légion étrangère, qui s'est évadé, c'est une mémoire importante, mais aussi parce que dans les tranchées de 1917-1918, dans ce qui était décisif pour la fin de la Première Guerre mondiale, et qu'on oublie de raconter aussi dans les livres d'histoire, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette percée de Salonique en septembre 1918, peut-être que la guerre ne se serait pas arrêtée le 11 novembre, parce que c'est grâce à cette percée que la Bulgarie a cessé les combats, et que l'Allemagne, perdant un allié de poids dans la région, a aussi considéré qu'il était sans doute temps d'arrêter. Donc c'est un événement très important qui est négligé dans l'histoire de la Première Guerre mondiale telle qu'elle est racontée aujourd'hui, parce qu'on passe très vite sur ce moment, pour des raisons qu'a évoqué Frédéric tout à l'heure, c'est comme elle est incompréhensible, on ne va pas retenir des événements militaires en plus d'un conflit qui n'est déjà pas compréhensible. Et encore moins lorsque ça se passe dans les Balkans, loin de tout et loin de notre propre mémoire. Mais la communion
entre les soldats français et les soldats serbes dans ces tranchées de 1917-1918 dans cette région est très importante parce que ce sont deux peuples identiques, parce que ce sont deux peuples paysans qui ont les mêmes relations à la terre, donc à la patrie, et donc ils n'ont pas besoin de parler la même langue. D'ailleurs, ils ne parlent pas la même langue, ils se comprennent juste dans leur manière. Le soldat français meurt pour les Serbes en 1918 dans cette région parce qu'il comprend l'attachement qu'a son voisin de tranchée qui est serbe pour sa terre, parce qu'il vit la même chose, parce qu'il vient du même endroit, parce que la France en 1914 est une nation paysanne, ce qui n'est plus aujourd'hui. Donc, et cette mémoire-là, comme la Serbie, et cette mémoire populaire est restée à travers, encore une fois, les correspondances, les histoires de famille qu'on se raconte et qui sont de temps en temps réveillées lorsque on dit le mot serbe, parce qu'au sein des familles, encore une fois, ils n'ont pas des États et des gouvernements qui ont des intérêts, non pas des amitiés, comme vous l'avez très justement dit, mais cette mémoire perdure. Et lorsque des touristes français aujourd'hui vont à Belgrade, ils savent qu'ils vont aller dans le Kalemegdan voir un monument qui dit « Aimons la France comme elle nous a aimés », qu'ils vont avoir un boulevard Franchet-des-Prés, qu'ils vont aller à une rue qui s'appelle Francuska, qu'ils vont avoir une statue de Lamartine. Ils le savent et ils sentent qu'il y a une communion qu'ils ne trouveront pas forcément quand ils iront à Zagreb, par exemple. Aujourd'hui, cette mémoire franco-serbe, au sein des commémorations, il me semble que la Serbie a toute petite place. Je crois que c'est Charles de Gaulle qui a dit « Une nation digne de ce nom n'a pas d'amis ». Donc là, la messe est dite. Voilà. Mais quand Jean-Christophe a ajouté, ce sont deux peuples de paysans qui se rencontrent. Pendant la Première Guerre mondiale, je terminerai par la commémoration actuelle, pendant la Première Guerre mondiale, ce qui se passe, qui est réellement paradoxal, c'est que normalement, les Serbes, le peuple serbe, et les Français ne devraient pas se rencontrer, parce que des peuples de paysans ne bougent pas. Et la guerre va les faire se rencontrer, c'est ce qui va créer cette relation un peu paradoxale entre ces deux peuples, c'est que deux peuples qui ne devaient pas se rencontrer, parce que ce sont deux peuples de paysans, sont amenés à se rencontrer parce que c'est la guerre, et alors là, ils se comprennent, mais parce qu'ils ont des vies très identiques les unes aux autres. Quand on regarde les conditions dans lesquelles vivent les paysans français vers 1910-1914 et les conditions dans lesquelles vivent les paysans serbes à la même époque, pour ceux qui ont pu échapper aux deux guerres de 12 et 13, elles sont très similaires. Mais cette paysannerie pose un autre problème qui est la réponse à la question posée par Anna. Hier, comme aujourd'hui, pour les Français, la Première Guerre mondiale est une Première Guerre mondiale qui se déroule sur les 700 km qui séparent la mer du Nord de la Suisse. De l'autre côté, il y a des Allemands et du côté des Français, il y a quelques Anglais et vers la fin, accessoirement, des Américains. Donc, la société française de la Première Guerre mondiale et la société française d'un siècle après a du mal à appréhender que la Première Guerre mondiale ait été, en définitive, mondiale. Tout ce qui s'est passé au-delà du front est, à l'époque, comme aujourd'hui, inconnu des Français. Mais la Première Guerre mondiale se perd, et est-ce qu'on peut dire que cette amitié franco-serbe aussi pâtit un plan avec ça? La réponse est oui, indéniablement. J'étais il n'y a pas tellement longtemps, à Belgrade, mais un petit peu avant, à Moscou, pour exactement les mêmes raisons. Les Russes se posent exactement les mêmes questions. Et cela va même beaucoup plus loin pour les Russes aujourd'hui, puisqu'ils éprouvent encore une certaine difficulté technique à nommer la Première Guerre mondiale. Comment, aujourd'hui, 100 ans après, va-t-on nommer cette guerre à laquelle l'Empire russe a participé? Vous voyez, donc, oui, il est indéniable. Et puis, que la Deuxième Guerre mondiale et ses suites pour l'ensemble de l'espace soviétique a largement contribué à gommer la mémoire de la Grande Guerre capitaliste. La guerre capitaliste, voilà, la guerre. Voilà. Elle pâtit aussi d'autre chose, qui est que pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance serbe était incarnée par le général Mihailović, pour qui le général de Gaulle avait une grande admiration, et qui était évidemment l'adversaire aussi de Tito pendant la Seconde Guerre mondiale. Tito ayant gagné la guerre en Yougoslavie et éliminé Mihailović en 1946,
le Parti communiste ayant une certaine influence intellectuelle, médiatique dans la France des années 50, De Gaulle n'étant plus au pouvoir, il était difficile pour la France d'honorer la mémoire de son amitié avec la Serbie, puisque le Serbe qui incarnait l'amitié franco-serbe avait été fusillé par le vainqueur, qui lui-même entretenait des relations très amicales avec la France, puisqu'on considérait que la Yougoslavie c'était un peu une troisième voie assez sympathique entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc ça a aussi joué dans l'écrasement de cette mémoire de la Première Guerre mondiale dans les années 50, 60, 70, parce que Mihailović était l'obstacle de l'entretien de cette mémoire, d'autant que Tito, faut-il le rappeler, en 1914, était au sein de l'armée austro-hongroise en plus, donc pas vraiment du même côté que les Français. Est-ce que les guerres dans les années 90 ont influencé l'interprétation de la Première Guerre aujourd'hui? Ce qu'avait suggéré la mission du centenaire, c'était d'organiser à Sarajevo un colloque strictement historique. L'objectif était de réfléchir en historien à ce passage ou à cette imbrication entre une guerre régionale, locale, à une guerre mondiale. Comment ce phénomène s'est produit, comment est-ce qu'on peut l'analyser, comment se sont réalisés les enchaînements, etc. Et le prof qui s'occupait de ça, Robert Frank, est allé un certain nombre de fois à Sarajevo, et puis il a jeté l'éponge, parce que le travail des historiens était battu en brèche par un certain nombre de tendances mémorielles, politiques actuelles, qui voulaient récupérer l'idée du colloque de Sarajevo pour en faire une tribune d'une autre nature et certainement pas une tribune scientifique. Ce qui fait que le colloque qui était prévu à Sarajevo, strictement historique, international, avec des fonds français, européens, etc., se déroulera à l'UNESCO à Paris et pas à Sarajevo. Donc il y aura des choses à Sarajevo, mais pas le colloque historique. À quoi ça sert cette mémoire, bien qu'elle est fragile, s'il n'y a pas d'espoir, au moins, d'empêcher les nouvelles situations incontrôlables qui s'échappent à si ténèbres fins comme c'était la Grande Guerre? Pour relativiser un tout petit peu, d'abord, pour répondre à Frédéric, il va se passer des événements le 26 juin, il y aura par exemple une pièce de théâtre de Bernard-Henri Lévy. Mais voilà, comme ça, les choses sont claires, c'est-à-dire que la bataille entre la mémoire et l'histoire a lieu, mais pour relativiser ça, je veux dire, il y a un endroit au monde où on ne peut pas commémorer, célébrer ou débattre sereinement de la Première Guerre mondiale, c'est à Sarajevo. Mais je pense que c'est le seul endroit au monde. La preuve, c'est qu'il y a 15 jours ou 8 jours, il y a eu un colloque à Belgrade où Christopher Clark, qui est très contesté, était présent, beaucoup d'historiens, et ils ont pu discuter, débattre librement avec quelqu'un qui n'est pas de leur opinion, en l'occurrence Christopher Clark. Et c'est peut-être une bonne nouvelle que le colloque dont vous parliez ait lieu à Paris et pas à Sarajevo, débarrassé de cette mémoire récente qui pollue le travail historique et scientifique qu'on peut avoir sur la Première Guerre mondiale. Et quand on regarde le vocabulaire et les références utilisées récemment dans la crise ukrainienne, eh bien on a vu d'un bord ressortir avec les techniques actuelles tout le package de la guerre froide et de l'autre côté tout le package de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on repart avec ce qu'on a en tête. Et la plus grande difficulté, c'est d'avancer vers l'avenir en essayant de se dégager du passé en définitive. L'histoire, c'est quelque chose de très dangereux parce que ça structure votre arrière-cerveau et ça vous donne des schémas de pensée qui sont inadaptés avec un monde dans lequel on vit aujourd'hui. L'histoire n'est pas, comment dirais-je, n'est pas objective. On est subjectif, mais il est de notre devoir d'être honnête. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Jean-Christophe, merci à vous. Le débat est terminé.